Nous sommes un mouvement de désobéissance civile non violente, Extinction Rebellion, qui lutte pour que le gouvernement et que des mesures rapides soient prises en conséquence du réchauffement climatique et de toutes les conséquences qu'il y aura. Alors la première chose que la science nous dit, ça on connaît, c'est que la température augmente. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Là, ce qu'on regarde, c'est l'évolution de la température moyenne mondiale au fil du temps, au fil des années. On parle toujours de degrés de réchauffement par rapport à ce qu'on appelle l'époque pré-industrielle, la période pré-industrielle qui est définie par le GIEC, ce gros ensemble d'experts sur le climat qui dépend de l'ONU, qui font de temps en temps des rapports pour nous tenir au courant de l'évolution du climat. Donc le GIEC définit la période pré-industrielle comme entre 1850 et 1900. Et puis donc, le 0 degré de réchauffement, c'est la moyenne des températures de cette période. Actuellement, on est arrivé déjà à 1,1 degré de réchauffement. Donc les températures ont augmenté assez rapidement quand même, et on est à 1 degré de réchauffement global, 1,1. Quelle est la cause de ce réchauffement? C'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, qui existait déjà bien avant nous. Il se passe la chose suivante. Le Soleil chauffe la Terre en nous envoyant des rayons. La Terre qui est chaude va relâcher une partie de la chaleur qu'elle a reçue sous forme d'autres rayons. Et puis une partie de ces rayons vont se réverbérer sur une couche de gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. Et donc ça va revenir vers la Terre. Ça existait déjà avant. Ce qui a changé maintenant, c'est que nous les humains, on a augmenté la quantité de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait que la proportion de la chaleur qui revient vers nous est plus élevée. Donc la Terre se réchauffe. Si on regarde la concentration de CO2, qui est le gaz à effet de serre, qui est l'effet de serre le plus important globalement, au fil du temps, depuis il y a 22 000 ans, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Il a évolué assez... Alors là, il a augmenté un petit peu. Ça, c'est la fin du dernier âge de glace, âge glaciaire. Il a augmenté un petit peu. Ça a marqué la fin de cet âge glaciaire. Il était très stable pendant 10 000 ans, 12 000 ans. Et puis tout à coup, au moment de la révolution industrielle, vers 1800 et des poussières, la concentration a commencé à augmenter de manière exponentielle et extrêmement rapide. Et en 200 ans, on a multiplié par 1,5 la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc oui, l'humain peut avoir une influence sur la composition de l'atmosphère au point que ça modifie le climat. Donc la conséquence de cette augmentation des gaz à effet de serre, c'est le réchauffement de la planète. Et puis, on nous dit souvent, oui, mais la température sur Terre a toujours varié. Déjà par le passé, il y a eu des grosses variations, effectivement. Et allons voir en fait les températures dans le passé. Alors si on dézoome comme ça, et puis qu'on va voir dans le passé, on va de nouveau jusqu'à moins 20 000 ans. Il y avait 3 degrés de moins. Ici, à ce moment-là, ici en Suisse, au-dessus de nous, il y avait 1 kilomètre de glace. Donc 3 degrés de différence, c'est 1 kilomètre de glace. Ensuite de ça, la température a augmenté spontanément. Vous voyez qu'elle suit la courbe avec le CO2 avant. Elle a augmenté et puis elle est arrivée à un plateau ici, il y a environ 12 000 ans, en moins 10 000. Et puis ensuite, elle a été très très stable pendant 10 000 ans. Cette stabilité et puis ces températures dans ces eaux-là ont permis en fait l'agriculture. C'est là que nos sociétés ont commencé à ressembler à ce à quoi elles ressemblent maintenant. C'est-à-dire que c'est là qu'on a commencé à manger ce qu'on mange maintenant, à domestiquer les céréales et puis les animaux dont on se nourrit, et puis que nos sociétés se sont sédentarisées et puis ont commencé à former des groupes de plus en plus grands. Donc en gros, l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a commencé là, à peu près. Donc l'humanité a toujours vécu dans cette zone de température-là, entre à peu près 0 et puis un peu en dessous de plus 1. Jusqu'à la révolution industrielle, où les températures ont commencé à augmenter de manière assez drastique. Ok, ça augmente. Jusqu'où on va? Jusque vers quelle température? Alors on va dézoomer. Et puis ça c'est exactement la même chose qu'avant, mais juste tassé dans un coin parce qu'on va aller voir le futur. Alors, donc on est à 1,1 actuellement. Moi je suis né à peu près là, on était à peu près à 0,5 ou je sais pas quoi. Et puis, il y a le GIEC, donc ces centaines de scientifiques, d'experts du climat qui se réunissent, ont fait un rapport en 2018 où ils ont comparé l'impact d'un réchauffement à 1,5 degré et à 2 degrés sur nos écosystèmes et sur l'humanité. Et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que 1,5, il ne faut surtout pas le dépasser, ça aurait des conséquences dramatiques, et 2 degrés, c'est encore plus catastrophique, c'est vraiment la limite à ne dépasser sous aucun prétexte.
Ça aurait d'énormes conséquences dramatiques et irréversibles sur les écosystèmes et sur l'humanité. Ça fait suite à l'accord de Paris. Vous avez sûrement entendu parler de l'accord de Paris, c'est le produit de la COP 21 à Paris en 2016. Pratiquement tous les pays du monde se sont mis autour d'une table et ont signé un truc où ils se fixent comme objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et ils se disent, si ce n'est pas possible, on va essayer de rester nettement en dessous de 2 degrés. On parle souvent de 2 degrés, il n'y a jamais eu 2 degrés, c'est jamais annoté dans l'accord de Paris, c'est nettement en dessous, c'est écrit comme ça. Et puis, pour ce faire, en fait, il n'y a pas de mesure directement dans l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est juste un objectif. Les pays se disent, on va essayer de faire ça. Et puis, chaque pays est rentré chez lui, et puis ils se sont mis ils ont bossé de leur côté en disant, ah bah nous, pour arriver à 1,5 ou 2, voilà ce qu'on va essayer de faire. Et puis ils ont proposé une série de mesures. Maintenant, le GIEC, de nouveau, donc ils vont sortir un rapport l'année prochaine, en 2021, pour mettre à jour les modèles de prédiction du climat futur. Et puis il y a déjà certains trucs qui sont sortis, qui seront inclus dans ce rapport, notamment le scénario le plus optimiste. Ça part du principe que tous les pays vont coopérer ensemble pour limiter le réchauffement, qu'on va sortir très rapidement des énergies fossiles. Eh bien, si tout ça se passe comme prévu, en fait, on arrive déjà à 2 degrés de réchauffement. Donc le 1,5 ou nettement en dessous de 2 degrés, c'est déjà raté. Donc les scénarios où il faut absolument éviter parce que c'est catastrophique, eh ben, on va y aller. Et on va y aller dans pas longtemps. Maintenant, ça, c'est plus ambitieux que l'accord de Paris. C'est si les pays prennent des mesures plus ambitieuses. Il y a l'ONU, l'année passée, qui a sorti un rapport pour estimer l'impact des mesures que les pays ont prises en rentrant de l'accord de Paris. Si tous les pays respectent ce qu'ils ont fait, on n'arrive pas nettement en dessous de 2, on n'arrive même pas à 2, on arrive à 3,2 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Ça fait déjà une fois la différence avec le kilomètre de glace. Actuellement, ces mesures ne sont pas respectées. Les États-Unis ont presque fini de sortir. En novembre, ils sont sortis de l'accord de Paris, donc ils n'auront plus rien à faire avec ça. Et le scénario, si on continue comme ça, à la fin du siècle, ce n'est pas 3,2, c'est plus de 6 degrés de réchauffement. C'est 2 fois le kilomètre de glace. 6 degrés de réchauffement en un siècle, en moins d'un siècle, c'est du jamais vu. On ne sait pas si l'humanité peut survivre, on ne sait pas si on arrive à s'adapter. On sait que ça va être compliqué, ça c'est sûr. Mais il n'y a jamais eu, dans l'histoire de la Terre, de réchauffement aussi rapide et aussi drastique. Donc concrètement, ça veut dire que les enfants qui naissent aujourd'hui, s'ils vont jusqu'à leur espérance de vie de 80 ans, ce qui est plutôt mal parti pour le moment, ben ils vont connaître un monde à 6 degrés de plus. Et un monde à 6 degrés de plus, ça veut dire une Suisse à 12 degrés de plus. Le réchauffement est inégal sur la surface de la planète. Il est plus élevé sur les terres et puis au pôle Nord, enfin dans l'hémisphère Nord. Parce que les océans, ils font un peu tampon et puis ils absorbent la chaleur. Donc en Suisse, en fait, on est plutôt à 12 degrés à la fin du siècle. Voilà ce que nous dit la science un petit peu sur le climat futur. Et puis on va voir maintenant quelles seront les conséquences de ces augmentations de température. Donc certaines conséquences, on les connaît déjà, on les vit déjà actuellement. 2003, 2008, 2015, on a eu des canicules en Suisse. Ces canicules, elles ont fait un certain nombre de morts, mais plus qu'à maintenant en Suisse, c'est souvent les êtres les plus fragiles qui ont cédé à ces scénarios et à ces épisodes. Ça, c'est une carte qui nous montre le nombre de jours par an avec une température létale, donc en 2100. Donc on peut se dire, ouais, c'est bon, c'est rouge, c'est pas chez nous. On peut aussi se dire, ah ok, on regarde un peu le bassin de la Méditerranée, donc pas très loin, quelques centaines de kilomètres, et on voit qu'on est déjà vers une dizaine de jours où ces jours seront létals. Ça ne veut pas dire que tout le reste de l'année c'est tranquille et on fait la fête. Donc ça c'est déjà les situations qui se passent actuellement. Ça, c'est ce qui s'est passé en Suisse l'année passée. Donc, des grosses précipitations, c'est un dérèglement global. Ça, c'était au Val de Rue à Neuchâtel. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, même des morts en Suisse. Souvent, on nous disait, ouais, il y aura une guerre de l'eau, les gens ils vont se battre pour de l'eau. Quand on était petits, c'était un peu de la science-fiction, c'est certains dessins animés. C'est arrivé en Inde l'été passé. Il y a eu un marché noir de l'eau.
Là, des gens, ils n'avaient plus d'eau, ils ne pouvaient plus nourrir leurs bêtes, ils ne pouvaient plus donner à boire à leurs animaux. Même avec un scénario de réchauffement optimiste, toutes les régions du monde feront face à des crises, à des risques sécuritaires élevés dans les 30 prochaines années. Un réchauffement plus élevé au cours du XXIe siècle ferait courir des risques catastrophiques et irréversibles au niveau global. Donc, je vous pose une petite question. Qui a écrit cela? C'est l'armée américaine. Donc, si l'armée américaine dit ça dans un rapport, c'est peut-être qu'il y a un souci. C'est un rapport qui a été fait pour le gouvernement américain qui se posait quand même des questions. Donc ça va toucher tout le monde, c'est pas juste une petite partie du monde. Voilà, c'était un petit avant-goût des conséquences possibles du réchauffement climatique. Ça, c'est les conséquences qui sont prévisibles, que les modèles du GIEC et d'autres scientifiques arrivent à prédire. Malheureusement, ces modèles n'arrivent pas à tenir compte de phénomènes qui viennent se rajouter et qu'on appelle les boucles de rétroaction. On parle maintenant de climat, de réchauffement. On dit que ça se réchauffe, mais on n'explique pas concrètement ce que ça représente. Ce qui se passe est l'ampleur du danger. Les gens n'arrivent pas à comprendre l'ampleur du danger. Les boucles de rétroaction, c'est des phénomènes qui s'auto-renforcent. C'est l'effet boule de neige, si on veut. Il y a une de ces boucles qui est facile à voir, c'est ce qu'on appelle l'effet albédo. On a tous mis un t-shirt blanc en été pour avoir moins chaud que si on avait mis un t-shirt noir. Il se passe la même chose en fait avec la banquise qu'avec les t-shirts, c'est-à-dire que la banquise qui est claire, elle réfléchit la lumière. Donc ça évite que ça réchauffe. Et puis, quand la banquise fond, on perd ce bouclier un petit peu, et puis c'est la mer qui est beaucoup plus foncée qui va absorber la chaleur. Donc en absorbant de la chaleur, ça va faire augmenter la température, donc fondre davantage de banquise, et donc augmenter l'effet, et donc c'est un effet qui s'auto-renforce. Ça, c'est une boucle de rétroaction, c'est un effet. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des scientifiques qui ont essayé d'estimer un petit peu, de recenser toutes ces boucles de rétroaction. Il y en a une grosse quinzaine. Il y en a d'autres qu'on connaît. Il y a la forêt amazonienne, donc on va reparler dans un tout petit moment. Il y a le permafrost, c'est ce sol qui est gelé en permanence, qui était gelé en permanence, et qui contient énormément de gaz à effet de serre, du CO2, du méthane. Et en fait, en fondant, quand les températures augmentent, ils fondent, et en fondant, ils relâchent ces gaz à effet de serre. Donc ça augmente l'effet de serre, et ça fait que la température augmente davantage. Une bonne partie de ces boucles de rétroaction fonctionne avec un point de bascule. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'à ce que ça se déclenche. Et puis une fois que ça se déclenche, ça devient hors de contrôle. Ça devient imprévisible et ça devient irréversible. Donc ça s'emballe. Et on voit qu'en fait, il y a des flèches dans tous les sens. Toutes ces boucles de rétroaction arrivent à s'influencer entre elles. Donc s'il y en a quelques-unes qui se déclenchent, ça risque de déclencher tout le reste. Et puis, si c'est très difficile d'estimer à partir de quel réchauffement ces boucles vont se déclencher. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'elles sont déclenchées, c'est hors de contrôle. Et les scientifiques ont essayé d'estimer plus ou moins à peu près à quelle quantité de réchauffement ça risque de se déclencher. Et on voit que c'est des températures où on risque d'aller. Le plus, c'est autour des 5 degrés, un peu plus que 5 degrés. A priori, on est à 6 à la fin du siècle si on ne fait rien. Les auteurs de cette étude ont appelé le scénario selon lequel toutes les boucles se déclenchent, ils ont appelé ça la planète étuve. Parce qu'il fera tellement chaud qu'on ne pourra plus y habiter. Ils nous disent, dans l'article, c'est un article scientifique tout à fait sérieux, ils nous disent, si ces boucles se déclenchent, ça remet en question l'habitabilité de la planète. La planète risque d'être inhabitable. Il y a quelques mois, ces mêmes scientifiques, plus d'autres, se sont mis ensemble, ils ont écrit un peu une lettre dans Nature, qui est le journal le plus scientifiquement le plus coté, où ils nous disent que la stabilité et la résilience de notre planète sont en péril. Ils nous disent qu'il y a une partie de ces boucles qui sont sur le point de se déclencher. En d'autres termes, on est sur le point de perdre le contrôle. Si ça se déclenche, on est cuit, c'est fini. Il y a du permafrost, par exemple, qui était censé tenir au moins jusqu'à 2090.
qui a commencé à fondre l'année passée, en relâchant du CO2, en relâchant du méthane, et puis en libérant aussi une série de bonus, comme par exemple des virus et des bactéries dont on croyait être débarrassé depuis quelques décennies. Donc on est vraiment dans les quelques années charnières. Le réchauffement, enfin les émissions de maintenant vont réchauffer la planète dans 30 ans. Plus déclencher des boucles de rétroaction. Donc c'est maintenant qu'il faut agir pour prévenir les catastrophes dans le futur. J'aimerais bien qu'on puisse s'arrêter là. C'était déjà pas très drôle, mais malheureusement c'était que la moitié du problème. En plus de dérégler le climat, on est en train d'éradiquer totalement la vie sur Terre. Est-ce que vous savez ce que fait cette personne? Exactement, elle pollinise. Donc elle a une sorte de petit plumeau comme ça, et puis elle va sur une fleur, et puis elle prend du pollen, et puis elle va la mettre sur la fleur d'à côté. Pour des fruits, ça doit être un cerisier. Parce qu'il n'y a plus assez d'insectes pour le faire. Il y a une étude en Allemagne, il y a 2 ans, qui a montré qu'il y a 3/4 des insectes d'Europe qui ont disparu en 27 ans. C'est mon âge. Depuis que je suis né, il y a 3/4 d'insectes en moins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même moi, quand j'étais gamin, je me souviens, quand on roulait sur l'autoroute, il fallait tout le temps s'arrêter pour nettoyer le pare-brise, parce qu'il y avait des insectes collés dessus. C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? La destruction de la biodiversité, de la vie sur Terre, ça se passe à une échelle de temps qu'on arrive à percevoir. C'est extrêmement rapide. Et puis les insectes, ce n'est pas juste quelques papillons jolis et des moustiques un peu chiants, c'est ce qui nous permet de manger. 7 plantes sur 8 sur Terre ont besoin d'insectes pour faire des fruits. S'il n'y a plus d'insectes, il nous reste à manger en gros des céréales et des pignons de pain. Ça ne va pas être folichon. Chaque année, on perd déjà, l'agriculture au niveau mondial, on perd déjà plusieurs centaines de milliards de dollars de récoltes, parce qu'il n'y a plus assez d'insectes pour polliniser ça. C'est l'équivalent du plan de relance post-Covid de toute la Suisse plus tous les pays limitrophes. Chaque année, dans le monde. Juste parce qu'il manque des insectes. Puis les insectes, c'est un exemple. Il y en a un autre que je trouve assez parlant, c'est les mammifères. Donc si on pèse tous les mammifères, il y a longtemps, même dans les livres, on nous apprenait les mammifères, les animaux. C'était formidable, il y avait des lions, des éléphants, des girafes, des baleines et tout. En fait, on nous a menti. Si on regarde maintenant ce qu'il y a comme mammifères sur Terre, il y a des vaches, des moutons et des humains. En gros, on a remplacé la vie sauvage par des espèces qu'on exploite. Et puis non seulement on détruit les espèces, mais on détruit aussi les écosystèmes dans lesquels elles vivent. On a détruit déjà 3/4 des écosystèmes terrestres et 2/3 des océans. Et en détruisant ces écosystèmes, on détruit leur capacité à nous permettre de vivre. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, le Jenga. En gros, c'est une tour en bois, et puis il y a plein de petits trucs en bois, puis il faut en tirer. Et puis la personne qui tire celui qui fait tomber la tour a perdu. La biodiversité, c'est un peu ça. C'est plein d'espèces qui interagissent entre elles comme ça. Et puis, s'il y en a une ou deux en moins, ça tient encore. Alors c'est un peu branlant, de temps en temps il y a une pandémie qui sort, mais globalement ça va. Jusqu'au moment où ça ne va plus. Jusqu'au moment où ça s'effondre. Et bien il est en train de se passer exactement ça. C'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On tire encore? Ou on laisse se reconstruire? On a intensifié nos activités qui détruisent la nature pour pouvoir tirer plus de ressources. Mais en faisant ça, on a détruit la capacité de la nature à continuer de produire ces ressources. Donc c'est un petit peu paradoxal. Et c'est un petit peu dangereux. Une autre activité qu'on connaît, dont l'intensité a augmenté aussi, c'est la déforestation. En gros, la déforestation, on coupe des arbres pour planter d'autres choses, etc. Il y a l'Amazonie, la forêt amazonienne. On en parle souvent comme le poumon de la Terre. C'est là qu'il y a beaucoup de photosynthèse, donc c'est là que les arbres vont capter du CO2, donc capter des gaz à effet de serre, et puis à la place relâcher de l'oxygène qu'on va pouvoir respirer. Si on coupe une trop grande proportion, une trop grande surface de l'Amazonie, ça ne va plus suffire à maintenir de la forêt humide, et puis ça va devenir de la savane. La savane, en gros, c'est de l'herbe, et puis de temps en temps, un arbre ici et là. Donc il y a beaucoup moins de biodiversité, et il y a surtout beaucoup moins de photosynthèse, donc de captation de gaz à effet de serre. Pour l'instant, la seule technologie
qui permet de capter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le seul truc qui existe à une vraie échelle déployable, c'est les arbres. Donc on en a besoin. Donc en fait, on a des écosystèmes entiers qui étaient des puits de carbone, donc qui stockaient du carbone, du gaz carbonique, et puis qui deviennent des sources, qui sont en train de commencer à en relâcher. Et puis ça, c'est les forêts, mais il y a aussi le phytoplancton, donc c'est sous l'eau. En gros, le phytoplancton, c'est tout ce qui est petit, qui est vert et qui flotte un peu au pif dans l'eau. C'est eux qui font la majorité de la photosynthèse sur Terre, enfin sous l'eau. Et eux, avec le réchauffement et l'acidification des océans qui en découlent, ils sont en train aussi de disparaître. Donc de nouveau, c'est des écosystèmes qui captaient du carbone et qui sont en train de se mettre en relâché. Donc à amplifier de nouveau le réchauffement. Le réchauffement, ça n'a pas seulement un impact sur le phytoplancton. Il y a une étude récente qui est sortie en avril qui a essayé d'estimer à partir de quand des espèces allaient sortir de leur niche climatique, c'est-à-dire où il allait faire trop chaud pour qu'elles puissent vivre où elles vivent actuellement. Donc là, les couleurs, c'est la proportion d'espèces qui ne pourront plus vivre où elles vivent en 2100 parce qu'il y fera trop chaud. Tout ce qui est violet, il n'y a plus rien. Cette étude, non seulement elle a regardé en 2100, mais elle a regardé aussi dans le temps à partir de quel moment ça allait devenir à ce point... les espèces allaient à ce point disparaître de là où elles sont. Il y a des endroits, des zones d'océans tropicaux, donc où il y a les coraux, où il y a une bonne partie de la photosynthèse, où la majorité des espèces pourront déjà plus y vivre en 2030. Il faut que l'humanité ait l'humilité de réaliser que quand on détruit la biodiversité, quand on détruit les écosystèmes, on risque de disparaître avec. Il faut que tout le monde se saisisse de cette question. Ça ne doit plus être le cliché des écolos, c'est tout le monde. Ma plus grande peur quand je vous raconte ça, c'est que ce soir vous rentriez chez vous et vous disiez « Bon, ben voilà, c'est foutu, on a perdu, c'est trop tard. » Trop tard pour quoi? Trop tard pour sauver toutes les espèces du monde, bien sûr. Il y en a déjà plein qui sont éteintes. Trop tard pour maintenir le réchauffement à son niveau actuel, bien sûr. Il y a une inertie, on va de toute manière aller à 2 degrés. Mais trop tard pour limiter énormément de destruction. Trop tard pour éviter énormément de souffrance. Bien sûr que non, c'est jamais trop tard. Alors la seule bonne question maintenant, c'est pas est-ce que c'est trop tard, c'est quelle est ma ligne rouge, quelle quantité de souffrance et de destruction est-ce que je tolère, et puis à partir de quel moment je me dis ok, je ne tolère plus, je ne joue plus avec ce système, et je me bats là contre. S'il y a bien une chose pour laquelle c'est trop tard, c'est pour désespérer. Maintenant, c'est plus l'heure du désespoir, c'est l'heure de l'action. Que faire maintenant? Ok, ça va pas fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est une excellente question. Que faire? On entend pas mal de réponses de la part, entre autres, des industries qui nous donnent plein de choses qu'on peut faire, et c'est souvent centré autour des gestes individuels. Et on sait en gros ce qu'on peut faire. Alors on peut prendre moins l'avion, ça c'est une très bonne idée. On peut essayer de manger moins de produits animaux, ou plus du tout, ça c'est aussi une bonne idée. Puis il y a aussi toute une série d'autres choses. Alors on peut prendre plus les transports publics, le vélo, on peut recycler ses déchets, on peut acheter sans emballage, on peut acheter local, bio, etc. On peut éteindre la lumière, on peut éteindre le robinet en se brossant les dents, on peut même acheter une brosse à dents en bambou, etc. etc. C'est bien, c'est très bien, mais je vois 2 problèmes avec ces gestes individuels. Le premier, c'est qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui sont économiques et il y a des contraintes qui sont politiques. Les contraintes économiques, c'est simplement qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels consommer de manière plus responsable, c'est trop cher. Et puis, il y a des contraintes qui sont politiques. Si je veux me rendre en transport public d'un point A à un point B, il faut qu'il y ait des transports publics, je ne peux pas l'inventer. Donc il faut que le gouvernement, en amont, ait décidé de mettre en place ces infrastructures. Donc il y a des contraintes. Le deuxième problème avec les gestes individuels, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait suffisants. Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont calculées en équivalent CO2 de toute la Suisse en une année, en millions de tonnes. Donc en gros, en Suisse, on émet de l'ordre de 40 millions de tonnes de CO2 chaque année. Ça, c'est un peu un objectif, c'est autour de 17. C'est un objectif assez optimiste. On entend des fois des chiffres, il faudrait 2 tonnes par personne par année. Des fois, on entend 1 tonne et demie. Là, on a pris un truc optimiste. Mettons qu'on puisse émettre 2 tonnes par année.
pour respecter les limites planétaires. Et ben voilà, donc en gros, il faudrait réduire de tout ça. Le problème, c'est que ça ne tient pas compte des émissions qu'on appelle indirectes, qui sont en gros les gaz à effet de serre qui sont émis à l'étranger pour produire ce qu'on va consommer en Suisse. Et il y a certains groupes politiques qui aiment nous rappeler que les émissions en Suisse diminuent. Alors bon, en fait, elles sont faux, plats, vaguement descendants, elles ne diminuent pas vraiment, mais ils parlent de ça. Par contre, celles-là, alors elles augmentent, alors pas de problème, quoi, ça y va. Donc 2/3 des émissions dont la Suisse est responsable sont en nette augmentation, et puis le reste est vaguement en faux, plats, descendants. Et surtout, la majorité des émissions en Suisse, c'est la place financière. Donc, c'est les investissements de nos banques, de nos caisses de pension, de nos assurances, dans des projets, par exemple des constructions de nouvelles pipelines à l'étranger ou des forages. On va les regarder en Antarctique Ouest maintenant que c'est en train de fondre, si on peut forer dessous pour récupérer encore un peu de pétrole, ce genre de choses. Et ça représente 2,25% des émissions mondiales, alors qu'on a 1 pour 1000 de la population mondiale. La place financière est responsable de 22 fois plus d'émissions que tout le reste de la Suisse. Et puis ça, en tant que consommateur, c'est difficile. On ne peut pas aller expliquer à Crédit Suisse comment il va investir. Donc les gestes individuels, aussi nécessaires soient-ils, et je ne vous dis pas du tout qu'il ne faut pas les faire, aussi nécessaires soient-ils, ils sont absolument insuffisants. Et donc, au niveau individuel, on est un peu désemparé et on a besoin d'impact collectif pour avoir assez de poids pour obtenir un changement systémique. Donc comment est-ce qu'on obtient quelque chose de collectif? Alors le truc classique, c'est via la politique. Sauf que dans la pratique, ça fait 40 ans qu'on sait que ça ne va pas bien, alors pas à ce point, mais on savait déjà que ça allait pas fort. Et force est de constater que ça ne va toujours pas. Si on a dû vous parler de la première partie, c'est que le boulot n'a pas été fait. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? En fait, il y a 2 mécanismes principaux qui font que la politique ne va pas assez vite. Le premier, c'est les lobbies et les copinages comme ça. Il y a par exemple, jusqu'à il y a quelques semaines, le président du plus grand parti de Suisse était aussi président de Swiss Oil, qui est la fêtière des gens qui font du commerce de pétrole en Suisse. Ce qui explique peut-être que les positions de certains partis contraires aux trucs qui vont dans le sens de l'environnement. Maintenant, il y a un autre problème, c'est l'enjeu de réélection. Le long terme pour les politiciennes et les politiciens, c'est 4 ans. C'est la durée d'un mandat. Après, l'objectif, c'est plus d'avoir sauvé le monde, c'est d'être réélu. Parce qu'en fait, même s'ils voulaient sauver le monde, il faut être réélu pour le faire, pour continuer à le faire. Et du coup, c'est très difficile, même pour les gens qui ont le plus de bonne volonté possible, de proposer les mesures qui s'imposent, qui sont nécessaires. Parce que maintenant, ce qu'il faut, il va falloir en fait qu'on réduise volontairement notre confort, qu'on limite nos émissions. Ça va impliquer des grands remaniements de notre économie et de beaucoup de choses. Et personne n'en a envie, vraiment. La population qui, contrairement à vous, n'a pas encore entendu parler des boucles de rétroaction. Elle n'est pas prête à entendre ça. C'est un suicide politique maintenant de proposer les mesures qui s'imposent, tant que la population n'a pas compris les enjeux. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on montre à ce gouvernement, aux gens qu'on a élus, aux gens à qui on fait confiance plus ou moins, qu'il y a une réelle volonté politique là derrière. Donc comment on peut faire ça? Alors, en Suisse, on a la chance, on peut faire des initiatives. On peut amener plein de cartons de signature, 100 000, et puis on peut proposer des nouvelles lois. C'est très bien, on a beaucoup de chance. Malheureusement, ça va très lentement. Une initiative pour les glaciers, là, ça fait un moment qu'on en parle. On va probablement voter un jour dessus, il y aura probablement un contre-projet édulcoré, et puis le milieu de l'économie va un peu pousser pour que ce soit ça qui soit accepté, et puis le temps que ce soit mis en place, etc., ça va prendre encore un moment. Et puis cette initiative, elle demande la neutralité des émissions en 2050. Je vous rappelle qu'en 2048, l'Amazonie, c'est fini. Donc, les gens qui ont eu l'idée de cette initiative, c'est des gens qui voulaient le bien, qui avaient vraiment des bonnes intentions, mais je pense qu'ils ont eu le choix entre obtenir quelque chose en retard ou ne rien obtenir à l'heure. Et donc, on est obligé en fait de faire des compromis bien helvétiques pour au moins un peu limiter la casse. Mais ça ne suffit plus. Donc maintenant, il faut augmenter la pression, il faut vraiment montrer que la population veut du changement rapidement. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller manifester. La grève du climat l'a fait depuis 1 an et demi maintenant, et la grève du climat a réussi un exploit. C'est de prendre la question environnementale, qui était totalement marginale, et de la mettre en plein milieu, en plein centre de la scène politique. Tous les partis se sont découverts écolos. Moi aussi.
Ce qui est très bien, c'est le but. Il faut que tout le monde s'empare de cette question maintenant. Mais maintenant, il faut qu'ils s'en emparent pour de vrai. Pour l'instant, on verra. On attend toujours les mesures. Le problème avec les manifestations, c'est qu'elles sont non contraignantes. En fait, toutes ces approches, elles sont nécessaires, il fallait les faire, il faut continuer, mais elles sont plus suffisantes et il faut rajouter quelque chose. En gros, on a besoin d'une nouvelle approche. Donc chez Extinction Rebellion, ou XR, on propose la désobéissance civile non violente. Donc on ne s'est pas réveillé un jour, on se dit « Ah, on ferait de la désobéissance civile non violente ». On s'est basé quand même, ou ceux qui ont amené ça sur le terrain, sont quand même basés sur des études, sur l'histoire, sur ce qui a déjà été fait avant, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. Donc la désobéissance civile non violente, c'est ce qui a permis d'acquérir certains droits civiques, notamment à Gandhi en Inde. C'est par la désobéissance civile non violente qu'il a acquis des droits. Rosa Parks, qui s'est assise dans un bus simplement, mais c'était une femme noire et s'est assise dans un bus blanc, ce qui a amené le débat. Martin Luther King, dont on n'a pas besoin d'en parler, j'imagine, tellement vous connaissez. Et également la révolution du sourire en Algérie en 2019, ce qui a permis de faire partir le président en place, Bouteflika. Ça se base sur quoi comme principe? La première, la non-violence. Pourquoi la non-violence? Alors ça ne veut pas dire qu'on condamne toute forme de violence, c'est un choix stratégique, et la non-violence permet d'avoir la masse. On peut avoir dans notre mouvement ainsi des enfants, 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais on peut aussi avoir des grands-mamans ou des grands-papas. C'est comme ça qu'on peut avoir la masse. On peut vraiment prendre toute la population, parce qu'on est sympa. Tout le monde vient. On fait peur à personne. Le sacrifice. Avoir un quasi vierge sur une planète étuve où les peuples s'entretuent parce qu'on veut juste vivre, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a cette notion de sacrifice qui est très importante. Les gens disent « Ah non, mais ils sont prêts à se faire arrêter ?» Mais pourquoi ils sont prêts à se faire arrêter? Il faudra peut-être que je me renseigne. Hein. Et il y a cette notion aussi de disruptif. Comme on a vu, il y a eu des marches, et on est allé devant les parlements, on a demandé des choses, il ne s'est rien passé. Là, on essaie d'être disruptif. Le but, c'est vraiment de déranger le train-train quotidien des gens. Alors, ok, on est navré d'embêter les gens, mais au moins, maintenant, on a le débat. L'idée, c'est vraiment d'amener ce débat dans la population, par différentes actions. Et c'est pour ça qu'on aura après le large soutien de l'opinion publique. Nos 3 revendications, c'est 1. Déclarer l'urgence pour le climat et la biodiversité. 2. Neutralité carbone d'ici 2025 et protection de la biodiversité. Et 3. Mise en place d'assemblées citoyennes. Donc les assemblées citoyennes, c'est de la démocratie directe. C'est vraiment le peuple qui a la voix. C'est pas le peuple qui est représenté par un parlement ou par des politiciens. On tire au sort dans la population des gens qui vont représenter cette population. On imagine que dans une population, il y a 49% de femmes, 51% d'hommes, 50% d'Italiens, 30% de Français. On tire vraiment pour bien représenter toute la mixité du peuple. Et eux vont être informés, puis après prendre des décisions. Ça, c'est une solution qui a bien marché pour des thèmes vraiment spécifiques. En Irlande, par exemple, le mariage gay a été accepté, mais aussi l'avortement, grâce à des assemblées citoyennes. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau en Suisse, petit pays, où on vient avec ça. Vous croyez que vous allez changer le monde, les gars? Non. XR est un mouvement international. Ok? C'est pas juste en Suisse, à Puy, dans cette petite salle où on en parle. C'est présent dans plus de 80 pays du monde. Tous ces mouvements, tous ces groupes ont les mêmes revendications et ont les mêmes principes et valeurs. Et les principes et valeurs, c'est 10, on va dire, phrases, 10 concepts qui sont nos principes et valeurs et qui dit que toute personne qui accepte ces principes et valeurs et qui se sent en harmonie avec cela peut agir, parler au nom d'Extinction Rebellion.